par le porte-parole du président de transition. Projet de loi d'amnistie, les sénateurs l'ont déclaré recevable. Elle a été envoyée auprès de la commission PAJ pour approfondissement. Le vœu de tous est de préserver la paix pour bâtir un Congo plus beau. Et puis le programme national de lutte contre le paludisme a organisé une journée d'information à l'intention des journalistes sportifs qui vont commenter en direct le championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014. Il leur a été demandé de sensibiliser la population à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides pour éviter la malaria. Le journal vous est présenté par Alain Kyuka Mbambi. Madame, Monsieur, encore une fois, bonsoir. Des folles rumeurs circulent actuellement à Kinshasa concernant des coups de feu qui seraient tirés un peu partout dans la ville. Eh bien, sachez que ce ne sont que deux rumeurs non fondées, joints par notre rédaction. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, dit que ces rumeurs n'ont d'autre objectif que de répandre la peur et la psychose parmi la population. Le pouvoir public demande donc à la population d'évacuer calmement à ses occupations. Rien donc ne se passe à Kinshasa. Soyez tranquilles. Il s'est ouvert ce jeudi 9 janvier 2014 à N'Djamena au Tchad le 6e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Communauté économique de l'Afrique centrale, CEAC. Durant 2 jours, les chefs d'État vont statuer sur la situation sécuritaire en République centrafricaine. Nadia Koulin-Fouka nous en parle. Ce 6e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement membres de la Communauté économique d'Afrique centrale CEAC qui s'ouvre ce jeudi 9 janvier sera consacré essentiellement aux crises qui prévalent au nord-est de la République centrafricaine, comme l'a dit le président en exercice de la CEAC, Idriss Déby, qui a rappelé lors de son discours d'ouverture qu'il était temps pour la RCA de retrouver la paix grâce à l'effort des uns et des autres. Nous avons le devoir de rester fermes et vigilants et de faire montre de plus de solidarité et de détermination pour sortir la Centrafrique de son abîme. Il nous faut de plus en plus des actes concrets et décisifs. Mesdames et messieurs, nous aurons au cours de nos travaux à rechercher tous les voies et moyens pouvant permettre à la République sœur de la Centrafrique de retrouver sa stabilité. Au total, 8 pays sont représentés à ces sommets d'N'Djamena, parmi lesquels la République démocratique du Congo, qui partage une frontière commune avec la RCA. En dépit de l'intervention de troupes françaises de la FOMAC puis de la MISCA, la RDC a également envoyé ses troupes pour prêter main forte à la situation qui persiste en Centrafrique. Durant 2 jours, les chefs d'État et représentants de gouvernement de la CEAC vont statuer sur le retour de la paix en RCA. Un communiqué final sanctionnera les sommets extraordinaires d'N'Djamena. 2 questions d'actualité ont fait l'objet de la plénière de ce jeudi 9 janvier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières est venu éclairer la lanterne de députés nationaux sur les attaques des sites stratégiques à Kinshasa et à l'intérieur du pays survenues le 30 décembre dernier. Reportage Laïn Boufando Mbungu et Blaise Lunda. Les attaques des sites stratégiques intervenues à Kinshasa comme à l'intérieur de la République démocratique du Congo le 30 décembre 2013 ont fait l'objet de cette question d'actualité du député national Germain Kambinga adressée au ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières Richard Mouyej. À travers ses réponses, le membre du gouvernement les a qualifiées des tentatives de déstabilisation des institutions avant d'appeler la population à l'apaisement. Quant à la sécurisation de la population, le gouvernement rassure. La population doit retenir et que le gouvernement a pris toutes les dispositions, qu'elle se rassure que la paix est là, la sécurité est là. Le gouvernement continuera à faire son devoir et nos services continueront à travailler pour sécuriser davantage nos populations. C'est le plus important à retenir. Nous avons évoqué quelques mesures qui ont été prises, mais il y a des dispositions sécuritaires qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. À ce moment-là, elles ne sont plus stratégiques. Une enquête a été diligentée, a précisé le ministre de l'Intérieur, pour pouvoir établir les responsabilités. Nous restons toujours au Palais du Peuple. Cette fois, nous quittons la Chambre basse pour la Chambre haute. Eh bien, le projet de loi d'amnistie débattu au Sénat a été jugé recevable et envoyé à la commission PAJ pour un examen approfondi ce jeudi 9 janvier après la réplique de la ministre de la Justice. Pour le président du Sénat, Léon Kengo, cette loi sous examen couvre les faits
insurrectionnels, tous les faits alors insurrectionnels, faits de guerre, infractions politiques, non seulement pour le M23, mais aussi pour d'autres groupes ayant pris les armes par le passé. Eric Izami et Blaise Lunda. Face au sénateur, la ministre Wivine Mumba de la Justice et des Droits Humains a répondu jeudi 9 janvier aux préoccupations des élus. Elle a déclaré être ouverte à tout amendement pour améliorer la loi sous examen. Wivine Mumba a évoqué que les clauses d'amnistie ont pour objet, une fois le règlement du conflit terminé, d'empêcher que la recherche de nouveaux griefs ne rallume les hostilités entre le belligérant au sein de la communauté. C'est une mesure d'apaisement à la fin d'un conflit pour affirmer la volonté d'un retour à la normale, réconcilier le corps social, l'amnistie étant considérée comme un moyen de continuer à vivre ensemble après la lutte. Fondée sur les motivations d'ordre politique et juridique, par nécessité de pardon, d'oubli, dans l'intérêt de la cohésion, de la paix et la démocratie. C'est ainsi que Wivine Mumba est revenu sur la date du 9 mai 2009, disant que celle-ci évoque la loi d'amnistie prise avant celle sous examen pour faits de guerre et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Dans les cas présents, c'est une loi voulue impersonnelle, globale incluant les Enyélé, Bundudia Congo, etc., tenant compte des différentes considérations en rapport avec la nature de faits commis, les acteurs en présence, les engagements pris par l'État congolais au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba, les déclarations unilatérales de Kampala. Quant à la crainte d'accorder l'amnistie et donner lieu à un dérapage liberticide, épinglé par les sénateurs Ramazani Baya, la ministre de la Justice et des Droits Humains a déclaré avoir senti la nécessité de faire bénéficier l'amnistie à toutes les personnes qui en remplissent les conditions et lui donner un caractère beaucoup plus général et impersonnel. Même au sein de la majorité parlementaire, le Premier ministre Augustin Matata n'a pas pu faire l'unanimité en ce qui concerne le projet de loi de finances de l'État pour 2014. Nous vous proposons les réactions de quelques députés nationaux à l'issue du débat d'hier mercredi dans la soirée à l'Assemblée nationale. Eric Izami et Blaise Lunda. Le Premier ministre Matata a présenté mercredi le budget national pour l'exercice 2014 dans une Assemblée nationale visiblement hostile à lui. Sur le fameux accroissement, le député national Jean-Marie Boulambo, membre de la majorité des surcroît, monte au créneau pour l'accuser d'outrage contre l'institution Assemblée nationale. C'est que le Premier ministre de la RDC a parlé dans une solennité budgétaire et il a donné des éléments qui sont erronés. Il a dit qu'il a fait un boni de 6 milliards à fin juin. Or, le tableau qu'il a indique bien que les sous-comptes ont fonctionné et qu'ils ont généré de déficit. La consolidation donne un déficit de 9 milliards de francs congolais à la fin du mois de juin. Il s'agit là d'un problème grave, ce que je n'ai pas voulu peut-être dire, c'est qu'il s'agit là d'un outrage aux députés nationaux. Le Premier ministre Matata doit quand même revenir pour répondre aux préoccupations des élus. Des pistes de solutions pour l'aider sont esquissées. Mais là encore, même au sein de la majorité, l'épaisseur de la croyance est mince. Oui, moi je suis du côté des gens qui trouvent que l'évolution budgétaire n'est pas favorable. Parce qu'on ne peut pas espérer atteindre le niveau de pays à revenu intermédiaire en 2018 et un pays émergent en 2030, au moment où nous avons des défis énormes à relever dans le secteur des infrastructures de base, sans lesquelles on ne peut pas penser à une croissance durable et à un développement économique. Donc il faut nécessairement des efforts énormes de la part du gouvernement pour davantage mettre en valeur nos ressources naturelles, fiscaliser suffisamment l'économie nationale. Pour certains autres élus députés nationaux, partant de l'expérience du passé, pour n'avoir pas pu réaliser ne fût-ce que 20% de budget proposé, Matata a certes de la bonne volonté, mais son budget ne tient ni compte du social de Congolais prôné par le chef de l'État Joseph Kabila, ni des recommandations des concertations nationales. Justement, toujours en rapport avec ce projet de loi de finances de l'État pour l'exercice 2014 présenté hier mercredi par le Premier ministre Augustin Matata, Jean-Louis Miaswekama nous en présente les principales rubriques.
7 611 milliards 800 millions de francs, c'est le montant du projet du budget présenté ce mercredi 8 janvier 2014 devant les députés nationaux par Matata Ponyo. Ce montant équivaut à 8,2 milliards de dollars. Par rapport au budget de l'État en 2013, soit 7 259 milliards de francs, on note un accroissement de 4,9%. Sa première composante, le budget général, représente 89,2% du total du budget avec 6 787 milliards 450 millions de francs. Le budget annexe pèse 6,8%, soit 516 milliards 400 millions de francs. Les comptes spéciaux se chiffrent à 307 milliards 900 millions de francs, soit 4%. Les recettes externes représentent 25,9% du budget des recettes pour les prévisions de 2014. Mais les recettes internes restent les plus sûres. L'éducation prend 15% du budget et la santé en prend 11%. Selon le Premier ministre, les objectifs principaux de ce projet de budget sont l'organisation des élections sénatoriales et locales, la consolidation du cadre macroéconomique, la construction et la modernisation des infrastructures de base et la réhabilitation des immeubles de l'État. De son côté, le syndicat général administratif de l'État, des finances, para-étatiques, des entreprises et banques interpelle la conscience des élus du peuple et leur demande d'accorder une attention particulière au social. Anne-Marie Ossite et Safi Salomon pour ce reportage. Devant les élus du peuple, hier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Matata Ponyo a présenté les budgets pour l'exercice 2014 pour un montant de 8,2 milliards. À cet effet, le syndicat général administratif de l'État des finances para-étatiques qui regroupe les entreprises et des banques dit n'avoir pas été associé à la commission paritaire. Vous voyez, pour avoir l'enveloppe, il faut qu'il y ait une commission paritaire entre le banc syndical et la fonction publique. Mais on n'a pas eu cette commission paritaire. On n'a jamais ici rencontre avec le ministre de la fonction publique pour parler de l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Donc nous considérons que ce budget de 2014, c'est toujours la reconduction du budget 2013 pour l'enveloppe des agents et fonctionnaires de l'État. Le CGMI-FIN sollicite l'implication des parlementaires afin de prendre en compte les aspects sociaux liés au salaire et à l'amélioration des conditions de leur vie. Nous demandons au Parlement, parce que c'est lui qui est le patron du budget, précisément au président du Parlement, son Excellence Beminakou, le président du Sénat, Kengwa Dondo, de penser aux agents fonctionnaires de l'État parce que ce sont eux le patron du budget. Au lieu de laisser un fonctionnaire de l'État, un secrétaire général avec 83 923 et un secrétaire général 57 000 francs congolais, ce n'est pas quand même, nous sommes tous des Congolais. C'est pourquoi nous leur demandons et aux élus du peuple, qui sont les députés, de penser quand même aux fonctionnaires. C'est le 11 janvier 2014 que le Premier ministre Matata Ponyo sera une fois de plus à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des élus du peuple. Voilà que notre camérawoman Safi Maléou puisse me pardonner d'avoir écorché son nom tout à l'heure. En 2016, les Congolais d'en face devront élire leur président. Pour l'instant, Denis Sassou Nguesso semble être le mieux placé pour succéder à lui-même. C'est sinon l'unique candidat, mais une interview réalisée par Jeune Afrique renseigne que son fils Denis Christel Sassou Nguesso pourrait être le candidat qui le remplacera après 32 ans de règne. Polydor Ngaziami est revenu sur certaines réponses que le président du Congo-Brazzaville a données à Jeune Afrique. Commentaire. Le sujet alimente les rumeurs et les rumeurs tendent à mythifier le sujet depuis quelque temps. Réalité politique oblige, on en parle et chacun le commente comme il l'entend. Le sujet, c'est l'éventualité de voir Denis Christel Sassou Nguesso succéder à son père, l'actuel président de la République du Congo. Et la question dont la réponse délie toutes les langues a été posée par Jeune Afrique, à savoir, est-il légitime ou non qu'un enfant de chef d'État puisse songer à le devenir à son tour? À l'examiner de près, la réponse donnée par le concerné lui-même se rapproche plus des rumeurs qu'elle ne les dément. Citation, « Avant d'être le fils du président Sassou Nguesso, je suis un citoyen congolais avec les mêmes devoirs, mais aussi les mêmes droits que mes compatriotes. À ce titre, et si un jour je décide de le devenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je le ferai savoir clairement et publiquement. À ce moment-là, les Congolais qui auront à se prononcer devront comprendre que cette ambition est aussi noble et légitime que celle de tout autre compatriote. Ils ne devront pas le percevoir comme illégitime a priori parce que je m'appelle Sassou Nguesso. » Fin de citation. Elle dit tout.
Et pour les fins analystes, la vérité est à retrouver dans les mots-clés de la dite réponse. Des mots comme citoyen congolais, même devoir, même droit, ambition noble et légitime et bien d'autres. En effet, l'argumentaire de Denis Christel Sassou semble s'appuyer sur le fait qu'il est congolais au même titre que tous ses concitoyens, qu'il jouit des mêmes droits et qu'il est astreint aux mêmes obligations qu'eux. À ce titre, disons-nous aussi, avoir la noble ambition de devenir président de la République est légitime et justifiable. Ce que cache cette réponse est que, contrairement à ce qu'il soutient en début de sa réponse, Christel Sassou est d'abord fils du président Denis Sassou Nguesso avant d'être citoyen congolais, car le jour où il décidera de changer de nationalité ne changera en rien sa filiation. Comme pour dire, la nationalité pourra changer, mais le fait qu'il soit fils de ne changera jamais. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il l'est que l'éventualité de le voir devenir président de la République après son père se conjugue. Son cursus, de par les études marquées par la formation militaire comme son père et les fonctions exercées, dont celle de député national du district d'Oyo, fief de son père, sont des indices à prendre en compte, sans oublier le fait qu'il est occupé et occupe encore des postes clés dans le secteur du pétrole. Donc, s'il faut supposer qu'il a été préparé aussi bien dans le monde des affaires que dans le monde politique, il faut alors considérer que les rumeurs ont une forte chance de se matérialiser. Surtout quand on réalise que les déclarations de Denis Christel Sassou Nguesso interviennent au moment où tout Brazzaville vit dans l'attente fiévreuse d'une probable candidature de son père, Denis Sassou Nguesso, à la présidentielle 2016. Et sa réponse à la question « le manteau d'une telle filiation n'est-il pas trop lourd à porter ?» est la montée en surface la plus spectaculaire, sans doute, de l'ambition politique de Denis Christel Sassou Nguesso. Il répond en effet « Quand j'observe le parcours de mon père, je ne peux être que très admiratif. J'en suis fier et je m'en accommode parfaitement. » N'est-ce pas là une façon de dire qu'il me conviendra aussi? Correctif, c'est plutôt Christel Denis Sassou Nguesso qui a accordé une interview à Jeune Afrique et non son père. Eh bien, parmi les pays voisins, la République démocratique du Congo, il y a la République centrafricaine. Nous le disions en début de ce journal. Les affrontements en République centrafricaine pourraient dégénérer en conflit religieux et embraser toute la région, a prévenu l'ONU. La province de l'Équateur, en République démocratique du Congo, n'est pas en reste. Elle a déjà accueilli plus de 50 000 réfugiés centrafricains sur son sol et les humanitaires s'en inquiètent déjà. Commentaire Patricia Amouli. Ils sont donc de 50 000 réfugiés centrafricains qui ont traversé la frontière par Zongo pour se réfugier dans la province de l'Équateur, située dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Ces centrafricains ont fui les affrontements interconfessionnels qui opposent les ex-rebelles de la Séléka et le groupe d'autodéfense anti-Balaka. 2,2 millions, soit la moitié de la population, ont fui leur foyer et des milliers de personnes ont déjà été tuées. D'autres rebelles de la Séléka sont arrivés dans la province de l'Équateur avec armes et bagages. Le risque du conflit armé dans cette province ne sont plus à écarter. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA estime que les déplacés ont besoin de toute urgence de protection et d'abri, ainsi que d'accès à l'eau potable, aux soins de santé et à des articles de première nécessité. L'ONU travaille avec l'Union africaine à l'organisation d'une conférence des donateurs le 1er février 2014 à Addis Abeba en Éthiopie pour permettre à la MISCA d'atteindre son effectif maximal autorisé de 6 000 soldats. Entre-temps, la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour en Centrafrique. Un cadre du parti de Etienne Tshisekedi, candidat malheureux à la présidentielle de 2011, a été arrêté jeudi 2 janvier 2014 à Mbuji-Mayi, puis transféré à Kinshasa. Selon l'UDPS, Bruno Kabachi, responsable du parti dans la province du Kassai oriental, venait de participer à une émission de radiodiffusion. À ce jour, ses proches disent être sans nouvelles de leurs parents, a rapporté le journal La Cloche, paru ce 9 janvier. Un mot en santé. L'école de santé publique, en partenariat avec la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, organise du 9 au 10 janvier un atelier d'analyse des données sur la résilience aux conflits et violences sexuelles et violences basées sur le genre dans les provinces du Nord et Sud Kivu en RDC. Popol Ziakwaou, reportage.
Cet atelier portant sur l'analyse des données sur la résilience aux conflits et violences sexuelles est basé sur le genre dans les provinces du Nord et Sud Kivu en République démocratique du Congo a eu comme objectif d'analyser les données de la revue documentaire du Focus Group et des interviews des informateurs clés sur les conflits et violences sexuelles et basé sur le genre dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Après les discours des conférenciers, les participants se sont mis autour d'une table afin de mettre en pratique une voie scientifique d'éradication des résiliences aux conflits et violences sexuelles dont la complexité nécessite une recherche scientifique pour des solutions définitives et durables. Un premier objectif spécifique, c'est que, évidemment, ces données doivent être analysées scientifiquement. Deux, on doit pouvoir identifier ce qu'on appelle les causes, c'est-à-dire les facteurs de vulnérabilité des personnes au conflit, les facteurs de vulnérabilité des infrastructures aux conflits et violences sexuelles, les facteurs de vulnérabilité des moyens de subsistance aux conflits et aux violences sexuelles. Les moyens de subsistance, c'est par exemple les champs ou la boutique que la maman entretient, n'est-ce pas? Et puis, en troisième lieu, les facteurs de vulnérabilité des institutions, par exemple les écoles, les hôpitaux, aux conflits, aux chocs de conflits et de violences sexuelles. L'Université de Kinshasa pense que la cohésion nationale devra s'asseoir sur un processus de thérapie préventive et curative des conflits et violences sexuelles, équivalent à un contrôle, surveillance d'éradication scientifique de ce phénomène. La pratique du sport permet de se maintenir en bonne santé. Et souvent, sport rime avec santé. Eh bien, 2 jours nous séparent du début du championnat d'Afrique des Nations RSA 2014. À 2 jours donc, le programme national de lutte contre le paludisme a réuni le journaliste sportif de Kinshasa pour leur demander de véhiculer le message du PNMLS, PNLS, PNLP, Sanru et d'autres organisations durant le CHAN, à savoir investir dans l'avenir, vaincre le paludisme. Patrick Borel-Mukendi, Patricia Bassoaïboum Sanguilay. Les jours sont à compter au bout des doigts pour l'ouverture de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014 réservé aux joueurs locaux. Raison pour laquelle le programme national des luttes contre le paludisme PNLP a organisé une séance de briefing à l'intention de journalistes sportifs censés couvrir ces grands événements du ballon rond africain. Michel Tabou, chef de division PNLP, a déclaré que le sport et la santé vont de pair. Parce qu'il y a un pont entre le sport et la santé. C'est ainsi que nous nous sommes dit, journalistes sportifs que vous êtes, vous pouvez sensibiliser davantage la population. Particulièrement la population de Kinshasa qui vient de recevoir gratuitement la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Que vous saisissiez cette occasion-là pour demander à cette population de passer la nuit et toutes les nuits sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Pour Candice Ntolantima de Biwan, les hommes de médias doivent avec insistance sensibiliser la population au moment du CHAN. Il faudra sensibiliser la population pour dormir sous la moustiquaire imprégnée. Alors c'est ce que nous ferons pendant la période du championnat d'Afrique des Nations. C'est qu'il y a une compétition qui sera certainement plus suivie autant par les hommes que par les femmes. Les hommes d'abord parce que ce sont les chefs de ménage et également ils vont relayer l'information vers les femmes, et ces femmes aussi qui aiment le sport, qui vont suivre également, seront suffisamment informées pour lutter contre cette pandémie. Pendant la compétition, les stars africains vont se serrer les mains et se transformer en porte-parole pour inviter leurs pères, fans et familles à se protéger contre le paludisme qui tue sans pitié. Nous restons toujours en sport pour vous annoncer que l'équipe quinoise de l'AS Veucleuve va défendre l'image de la République démocratique du Congo à la compétition africaine de football de la CAF. Veucleuve, pour se préparer, a donc joué une rencontre amicale avec le football club Tornado, rencontre qui s'est soldée sur le score de 4-2 en faveur des Verts et Noirs. Daï Namboueti et Pepito Matondo. L'association sportive Veucleuve de Kinshasa menace sa monture et continue de peaufiner des stratégies pour aller plus loin aux compétitions africaines interclubs de la CAF, la Champions League édition 2014. Et pour conserver la première place au classement partiel de la Ligue nationale de football à la mi-saison du groupe B, l'association sportive Veucleuve se prépare en organisant plusieurs rencontres amicales au stade Tata Raphaël de la Kétul. La dernière victime, c'est le football club Tornado qui a subi une défaite devant les protégés du coach Zico Kiakouvila de l'AS Veucleuve sur la marque de 2-4 pour le grand bonheur des Moscovites. Nous sommes en train de nous préparer
par rapport à tous ces matchs, Africana, c'est une bonne équipe jeune de l'EPFT. Je pense qu'il y aura un très bon match sur le plan technique ou tactique et physique. Un très bon partenaire de se préparer, de travailler. Il y a une idée sur cette équipe de Canon Billard. L'association sportive Vecleb reçoit au cours de la semaine, les 7, les 8 et les 9 février 2014, la formation de Kano Pilar du Nigeria pour le compte du match aller de la 16e de finale de la Champions League de la CAF. En ce début d'année, la tradition veut que l'on se présente les vœux. La directrice générale de l'Institut national de sécurité sociale, Agnès Mouad, a donc effectué le mercredi 8 janvier 2014 une descente dans la commune de Bandalungwa pour visiter les personnes du 3e âge. Elle est allée non seulement leur présenter ses vœux pour la nouvelle année, mais également les remercier pour des loyaux services rendus à la nation. Patrick Borel-Mukendi. Mercredi 8 janvier a été le jour choisi par Madame le directeur général Agnès Mouad Katang de l'Institut national de sécurité sociale pour amorcer la énième tournée des actions sociales à l'endroit des retraités invalides et veuves du régime général de la sécurité sociale. Il s'agit de tous ceux qui ont travaillé dans les entreprises de l'État. Tout en ciblant la commune des Bandal, le DG Agnès Mouad, accompagné de quelques agents de l'INSS, a remis quelques présents aux pensionnés comme des sacs de riz, poulet, lait en poudre, sucre, panne, tomates, moustiquaires imprégnés et bien d'autres biens. Qu'il est de coutume chaque fois que l'INSS puisse penser aux personnes de 3e âge. Vous-même, vous savez que ça, c'est notre travail. Nous sommes là pour ces personnes de 3e âge. Et c'est tout à fait normal, à la fin de l'année et au mois d'octobre, qu'on puisse penser à eux. Parce que ce sont des personnes qui ont participé d'abord au financement du régime général. Et si nous existons, c'est à cause d'eux. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont travaillé pour la nation congolaise. L'argent qu'ils ont contribué à l'INSS n'est pas parti comme ça. Et qu'ils n'ont pas fait un travail vain, mais ils ont fait quelque chose et qui a contribué à leur épanouissement. Donc la sécurité sociale, vous savez vous tous que c'est un droit pour tout le monde. Chaque être humain vivant sur la terre a droit à une sécurité sociale. Donc nous demandons aussi à tous les travailleurs qui sont en activité aujourd'hui de penser à cela et de veiller à ce qu'ils puissent aujourd'hui cotiser valablement. Pour boucler sa ronde, le numéro 1 de l'INSS, Agnès Mouad, a visité les centres d'hébergement sur l'avenue Mbidi dans la commune de Bandalungwa. Ce journal serait incomplet si nous ne vous présentons pas le journal des journaux. Eh bien, revue de presse dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir. Malgré la détermination de certains députés à en découdre avec le Premier ministre, le ciel n'est pas tombé sur Matata Ponyo. Forum des As note que le Premier ministre a vite pris la mesure de la gravité de l'exercice. On connaissait le technocrate froid, on a découvert un républicain respectueux de la séparation du pouvoir. Si dans un élan nationaliste, le Premier ministre a demandé l'autorisation au speaker de la Chambre de division de l'émergence du Congo, le dépêche du Brazzaville renchérisse que Matata Ponyo a défendu devant les députés un projet de budget 2014 établi en équilibre en recettes comme en dépenses. Plusieurs intervenants ont remis en question la capacité réelle du gouvernement à tenir ses engagements en accroissant effectivement les recettes courantes au moment où le budget passé n'ont pas été appliqués dans leur intégralité. Certains parmi eux sont allés plus loin en exigeant l'annulation pure et simple de l'examen de ces projets de budget en raison des insuffisances manifestes. Qu'à cela ne tienne, s'exclame la cloche, le Premier ministre Matata Ponyo a dit que son projet de budget est voulu réaliste. Il a circonscrit son propos autour de 3 axes, à savoir l'environnement économique international et national, l'exécution du budget 2013 et la configuration du projet de budget 2014. Le héros enterré loin de sa terre natale, l'objectif revient sur la vie de cet homme. Le colonel Mamadou Ndala, c'est de lui qu'il s'agit. Il a été pleuré comme jamais auparavant dans les territoires et villes de la province orientale du nord et sud Kivu. Loin des funérailles, les habitants de Bukavu, Goma ou
Rutshuru, Nyiragongo, Isiro et autres ont observé une journée ville morte pour protester contre l'assassinat de celui qui était considéré comme la bête noire des rebelles du 1-23, Mamadou Dalla, dans le bras de Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Le défi de l'heure, on sème le pouvoir, c'est de prévenir toute manipulation politicienne, d'exhorter les élus du Kivu à appeler la population à l'apaisement après leur manifestation des colères légitimes par ailleurs. Car l'ennemi peut toujours profiter de la situation pour s'infiltrer dans la population et refaire surface autrement. Vigilance, vigilance, tous azimuts. Fally Ipupa a échappé à la mort au regard de la gravité du choc qu'a subi sa voiture Deluxe. Information à l'heure sur le colonne de Forum des As. La voiture Bentley de l'artiste fortement endommagée et irrécupérable, la dame qui l'accompagnait fracturée au bras. Les témoins affirment que Fally Ipupa roulait dans sa super Bentley sur le boulevard du 30 juin, juste à la hauteur du siège abritant la compagnie de télécommunications Africell aux alentours des 20h. Ça sera tout pour ce soir. Terminé. Au revoir et bonne soirée chez vous. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est demain dès 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h, si Dieu le veut. Portez-vous bien. Excellente suite de programme sur Antena. Bonsoir.